Vous savez très bien qu'il y a certains des commissariats ou des gendarmeries où quand vous arrivez, vous êtes avocat. Ce n'est pas le président Biya qui demande à certains hommes de tenue d'avoir du zèle. Vous n'avez non plus dit que le ministre Laurent Esso, garde des Sceaux, patron de l'administration pénitentiaire et judiciaire, n'a pas le droit à l'occasion de rappeler à certains collègues. C'est lui qui réglemente la justice au Cameroun. Mais chez nous au Cameroun, on a le sentiment que la justice est la tête chercheuse. C'est quand ça arrange l'ordre gouvernant et particulièrement le ministre de la Justice qu'il se retrouve en train de faire ce type de sortie. J'ai envie de me demander ce que Bibi Moussa fait en prison. Parce que la justice ne doit pas être pour quelques-uns. Lorsqu'elle est une justice juste, on attend qu'elle soit appliquée avec la même rigueur pour tous. Bibou Nissak était chez lui. Le professeur Alain Fougue était chez lui. On est venu, on les a happés de leurs différents domiciles et aujourd'hui ils sont en prison, accusés d'avoir eu l'intention de poser des actes dont ils n'ont même pas entamé le commencement d'exécution. J'ai la faiblesse de penser que excusez-moi de le dire, c'est une distraction. Alors, Moustapha Ngouana, comment Laurent Esso, à votre avis, décrit-il les comportements des fonctionnaires et en quoi cela remet-il en question leur conformité avec les principes de l'égalité? Laurent Esso est ministre de la Justice du Cameroun. Il ouvre quand même un pan de voile sur la discussion autour de l'application de la question des droits de l'homme au Cameroun, mais notamment ce qu'il faut voir dans le fond. Est-ce qu'ici, il est en train de décrier les pratiques qui sont monnaie courante au Cameroun et qui renvoient au questionnement de la légalité au Cameroun? Ministre d'État, ministre de la Justice, c'est très important. Garde des Sceaux. Garde des Sceaux. Donc, vous savez, moi je ne veux pas être émotif. Je ne veux pas être émotif dans le cadre de cette affaire parce que je ne pense pas qu'il y ait un d'entre eux à qui on peut donner le bon Dieu sans confession. Lorsque ça les arrange, ils pensent qu'ils peuvent décrier la malgouvernance. Il y a quelques mois, nous avons tous eu l'éditorial qui a été publié par Justicia, dans lequel ils critiquaient les hautes instructions et qu'ils prétendaient, entre guillemets, que certaines étaient fausses. Parce que quand ils diffusent tel vrai, et il a également indiqué, il semblait indiquer qu'il y en avait qui n'étaient pas du tout légitime. Aujourd'hui encore il fait une sortie. Où il met en garde la même personne. Parce que ça dit que on voit en filigrane les hautes instructions derrière le propos qu'a tenu monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est un secret de polichinelle. Peut-être Charles Djikam ne veut pas évoquer la question, mais tout le monde sait de qui on parle. On parle bel et bien du secrétaire général. Il n'a pas été mentionné, mais aucun nom n'a été mentionné dans ce discours. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a un nom qui a été dit. Aucun n'a été sur l'interprétation aucun nom n'a été utilisé. Mais je crois que le visage de celui qui est évoqué n'est même pas grimé, n'est pas maquillé. Tout le monde sait bien tout le monde sait très bien de qui est-ce qu'on parle. Vous questionnez la légalité et la légitimité des actes qui sont posés par ces gens de l'ordre de 1982, comme même souvent le dire mon ami Mono à ma droite. Il faut savoir une chose, j'ai coutume de le dire, la malgouvernance semble être un projet de société pour ceux qui nous gouvernent. Et la justice est symbolisée par la déesse Thémis. Elle a les yeux bandés et elle tient entre les mains un glaive. Donc, lorsqu'elle veut sévir, peu lui importe la personne qui se trouve devant elle. Mais chez nous, au Cameroun, on a le sentiment que la justice est la tête chercheuse. C'est quand ça arrange l'ordre gouvernant et particulièrement le ministre de la Justice qu'il se retrouve en train de faire ce type de sortie. J'ai envie de me demander ce que Bibi Moussa fait en prison. Parce que la justice ne doit pas être pour quelques-uns. Lorsqu'elle est une justice juste, on attend qu'elle soit appliquée avec la même rigueur pour tous. Bibou Nissak était chez lui. Le professeur Alain Fougue était chez lui. On est venu, on les a happés de leurs différents domiciles et aujourd'hui ils sont en prison, accusés d'avoir eu l'intention de poser
de poser des actes dont ils n'ont même pas entamé le commencement d'exécution. J'ai la faiblesse de penser que c'est une, excusez-moi de le dire, c'est une distraction qui participe de la redistribution des cartes qui est en train de s'opérer au sein du RDPC relativement à la fin du règne. Nous sommes en train de vivre une fin du règne et les gens, il y a des camps qui se forment. Et lorsque chaque camp a l'occasion de pouvoir fragiliser l'autre, il s'agrippe à la faille qui lui est présentée et fait des choses comme celle-ci. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, il y a déjà un an, lorsque votre collègue Martinez Goye est décédé, il y en a qui ont estimé qu'un ministre de la République avait participé. À ce moment-là, je n'étais pas dans le secret des dieux, mais il y a un vieux sagage qui s'est agrippé autour, cette fois-là, du ministre de la Justice. Tout cela participe de ce processus-là où certaines personnes veulent absolument c'est-à-dire organiser le jeu politique pour que la preuve leur profite. Parce que vous imaginez que chaque camp a ses têtes de proue. Et je crois que dans le camp qui est en face des hautes instructions, il y a quelques personnes qui sont des têtes de gondole. Et ces personnes-là, donc, chaque fois, on expelle la main de faille pour fragiliser le groupe. N'allez pas croire que, par exemple, lorsque on a essayé d'appeler le directeur général du port autonome de Douala, c'était un message qu'on envoie au camp en face. Donc, à chaque fois qu'il y a la possibilité pour un camp de fragiliser l'autre, il n'hésite pas un seul instant. Donc, n'allez pas voir dans ces sorties-là une espèce de mue que sera en train d'entreprendre le système pour que nous ayons désormais une justice qui puisse attirer les investisseurs ou quoi que ce soit. La justice camerounaise fait peur. Parce que je m'agrippe particulièrement sur le secteur judiciaire parce que celui qui s'est exprimé, c'est le ministre de la Justice. Le secteur dont il a la charge est aujourd'hui un des plus sinistrés de la République du Cameroun. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, il est impossible de donner à un étranger un certificat de coutume. C'est quoi un certificat de coutume? C'est-à-dire c'est la position du droit camerounais, c'est-à-dire des juridictions camerounaises sur une question de droit donné. Vous voyez parfois sur la même question, il y a des décisions contradictoires, il y a des décisions on ne peut plus contradictoires que le bon sens juridique ne peut pas expliquer. Et vous vous rendez compte même des traités internationaux, je prends par exemple le cas du traité OHADA, qui a fait l'objet d'une application bizarroïde au Cameroun, c'est-à-dire que sur tous les États membres, le Cameroun a trouvé le moyen de prendre une loi particulière qui est venue contredire un traité, un engagement international que nous avons pris. Et tout ça, on vous dit que c'est parce qu'il y a des hauts magistrats qui estiment qu'il y a un contentieux qui ne doit pas leur échapper. Donc vous comprenez que... vous estimez, maître Moustapha Ngwana, que le ministre Laurent Esso devrait d'abord balayer devant sa cour avant de s'intéresser aux autres aspects de gouvernance au Cameroun. Et ça c'est un pan de l'affaire. On doit s'intéresser à la gouvernance tout entière, mais dans le domaine qui est le sien, il devrait davantage balayer devant sa cour pour que les choses se passent davantage mieux. Vous savez, davantage bien. Parce que vous savez une chose, c'est que lorsque tous les secteurs sont sinistrés, le secteur qui peut parfois permettre à la République de rester debout, c'est le secteur de la justice. Vous avez vu au Nigeria où j'ai envie de dire une petite juge d'un tribunal de ça a annulé une élection, que Sami Abacha croyait qu'il avait gagné, c'était proclamé vainqueur. Donc on a envie d'avoir ce type de situation-là. Nous avons le sentiment, nous qui sommes acteurs du milieu judiciaire, que notre justice est instrumentalisée. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a de manière répétitive rappelé qu'il y a plusieurs citoyens camerounais qui sont arbitrairement privés de leurs droits. Privés de leur droit et liberté. Je ne vais pas parler de Bibounissa, je ne vais pas parler de Fogué, je vais parler du ministre Marafa. Le ministre Marafa est l'un des premiers à avoir bénéficié d'une décision du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Donc, le règlement, malheureusement, la justice chez nous est utilisée de plus en plus comme un moyen de règlement de compte. Comment est-ce que vous comprenez à votre niveau cette sortie du ministre Laurent Esso? Je crois que je vais peut-être me redire. Le ministre Laurent Esso, de mon point de vue, est en train de régler ses comptes avec d'autres membres du gouvernement qui n'appartiennent pas à la même agence que lui. Tout simplement. Alors, la plupart du temps, pour citer le ministre Laurent Esso dans son discours, nous pensons certainement que ces actes qui nous ont désignés nous ont aussi donné l'omniscience, je dirais même la science infuse
très souvent, nous nous comportons comme si grâce à ces actes, nous savons tout. Nous ne prenons même plus la peine d'écouter comme vous le faites vous-même, Monsieur le Président. Nous savons tout sur tout et nous pouvons tout, oubliant que vous, Monsieur le Président, vous demeurez constitutionnellement le seul maître à bord. Alors pourtant, la sagesse populaire nous l'enseigne. Attention, le président de la République ne dort que d'un seul œil. Amuna Tete Onongo Soponda. Alors, docteur Aristide Mono, un discours, celui de Laura Esso, qui indique est-ce qu'il indique une prise de distance ou alors une, je dirais, désapprobation de sa part envers la pratique les pratiques de gouvernance actuelles? Difficile de se prononcer de manière étanche, mais toujours est-il que tout ce qu'il a dit, ce qui est dit régulièrement, donc c'est une porte ouverte qui a été défoncée par le ministre Laurent Esso, qui ne s'attend pas à ce que le peuple camerounais lui offre des bisous. Juste que beaucoup commencent à prendre conscience au sein du système des écarts qui meublent la gouvernance au Cameroun, qui affectent considérablement et qui ont mis le Cameroun pour un pays dans l'abîme avec deux crises en cours, la crise de Boko Haram et la crise anglophone. Mais Pierre, il est important de signifier à l'attention de nos téléspectateurs ce que nous avons retenu de ce discours. 4 éléments. Le premier élément, c'est l'énivrement. Deuxième élément, c'est l'autisme. Le troisième élément, c'est l'arbitraire. Et le quatrième élément, c'est le pédantisme. Si on commence par l'énivrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est observé par tous. L'énivrement veut dire que le pouvoir saoule les gens de Yaoundé. Il saoule le pouvoir et le pouvoir les saoule. Et je crois que nous sommes déjà revenus à plusieurs reprises sur cette posture. C'est-à-dire tellement les gens ont duré au pouvoir, ils ont eu tous les privilèges, qu'à un moment donné, ils deviennent fous du pouvoir. Fous de pouvoir autant pour moi. Donc le pouvoir est en train de les saouler. Et M. Laurent Esso, il a totalement raison, il nous rejoint d'ailleurs sur ce point. Au niveau de l'arbitraire, lorsqu'il évoque le fait que les uns et les autres font recours aux voies de fait, et pourtant nous avons des normes qui doivent canaliser les agissements, les actes qui sont posés par les membres du gouvernement. Je crois que sur ce point, on n'a plus besoin d'organiser un séminaire de formation à l'attention des populations camerounaises pour comprendre qu'effectivement, nous sommes dans une situation où les uns et les autres ont abandonné ce qu'on appelle l'état de droit. Ils ont abandonné la loi et désormais la rationalité qui vaille au Cameroun, c'est tout simplement les caprices des uns et des autres. Donc sur ce point, c'est validé. Troisième élément, c'est le pédantisme. Ils sont omniscients, ils connaissent tout, ils peuvent dire tout sur tout. Je crois que là, on n'a pas besoin aussi d'entretenir le peuple. Parce qu'aujourd'hui, si le Cameroun est dans cette situation, c'est lié au fait que ceux qui nous gouvernent ont toujours pensé qu'ils avaient la haute science avec eux. Ils ont toujours considéré que nous autres outsiders, nous n'avons pas en fait quelque chose à dire dans la gouvernance. Ils ont leurs gros professeurs agrégés, ils ont pratiquement tous ces grosses têtes pensantes. Mais entre-temps, lorsqu'on essaye de faire les totaux, c'est la décadence totale, donc l'échec total 2,6 sur 20. Donc sur ce point-là, je crois également que nous sommes d'accord avec M. Laurent Esso. Au niveau du pédantisme, c'est-à-dire les bombeurs de torse de la République, tu sais à qui j'ai affaire, ceux-là qui pensent que le décret présidentiel leur donne en fait les droits sur tous les Camerounais et sur toutes les ressources du Cameroun. Et à un moment donné, ils se prennent pour des intouchables, ils se prennent pour des apparatiques, des demi-dieux, des surhommes. Pourtant, nous sommes tous humains. Et heureusement qu'il y a souvent cette loi de la nature qu'on appelle la souffrance et la mort, qui viennent rappeler aux uns aux autres qu'ils sont nés poussière, qui sont nés poussière, ils retourneront poussière. Donc voilà les 4 éléments que nous avons retenus. Et nous pensons que ce n'est pas seulement le procès du système, c'est le procès de M. Paul Biya. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous n'avons aucun bisou à offrir à M. Laurent Esso sur le coup, parce qu'il devrait d'abord commencer par appliquer ce diagnostic à M. Paul Biya, son patron politique. M. Paul Biya en tant que président national du RDPC et non président de la République. Le président de la République, ma foi, accumule toutes
toutes ces cas qui ont été relevés par M. Laurent Esso, que ce soit l'autisme, que ce soit le pédantisme, que ce soit l'énivrement du pouvoir, que ce soit l'arbitraire, ce sont des caractéristiques phares pour nos autres observateurs du président Paul Biya. Si on prend par exemple le cas de l'autisme, la crise anglophone, on a toujours estimé que ce n'était pas une affaire des stratèges ou des stratégistes, c'est une affaire des sécuritaires. Ça veut dire ceux qui lisent l'insécurité du point de vue de l'école de Copenhague, en revenant sur un bon nombre d'éléments, la sécurité militaire, la sécurité politique, la sécurité environnementale, la sécurité sociétale qui a créé aux idées, et que face à ce genre de situation, les armes ne peuvent pas résoudre un problème qui est lié à des frustrations entretenues par un peuple depuis pratiquement 60 ans aujourd'hui. Le problème anglophone qui n'est rien d'autre que le sentiment de marginalisation partagé par les anglophones depuis le rattachement de leur territoire colonial au Cameroun francophone. Alors, on a proposé au président de la République, moi par exemple, j'avais acheminé une proposition de sortie de crise au Premier ministre, chef du gouvernement, jusqu'à ce jour, même pas en contact pour dire, bon, Aristide Mono, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez même dire réellement? Mais ils sont restés assis, ils ont organisé leur grand dialogue national, ils ont appelé des gars qui sont venus faire le one-man show, qui n'avaient aucune matière à proposer dans l'ensemble. Ils ont joué la carte de la cosmétique, la carte du matu vu, on a pris les photos, on a acheté les billets d'avion. Entre-temps, on a exclu totalement ceux qui étaient des acteurs réels dans cette histoire, également ceux qui pouvaient apporter un discours un peu plus lucide comme nous autres à cette histoire. Donc le président Paul Biya, il est autiste, le président Paul Biya également dans son je m'en foutisme total, et je mesure bien mes mots, parce que si le président de la République était humble, intrinsèquement humble, je crois que sur des questions... Ce n'est pas ce que dit il le dit, ils savent tout. Non, ils savent tout. Le ministre Laurent Esso, Paul Biya ici. C'est ça que je vous faire savoir, que je vous ai fait savoir que le diagnostic dressé par M. Laurent Esso s'applique d'abord à Paul Biya, parce que lui semble exclure Paul Biya de ce schéma, c'est-à-dire le discours des biaïstes. Tout le monde est mauvais, sauf Paul Biya, tout le monde, Paul Biya n'a pas la main heureuse, Paul Biya n'a pas, mais comment quelqu'un peut faire 42 ans en ayant toujours une main malheureuse? Donc, il y a la symbolique politique qui entoure cette sortie de Laurent Esso. Donc, je voulais d'abord qu'on s'entende sur certains points, et aussi il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Monsieur Laurent Esso a dit des choses qui ne sont pas vraies. Il dit le président Paul Biya évite l'arbitraire. On a déjà démontré que ça c'est totalement faux. Le président Paul Biya est le seul mec à bord. Lorsque vous observez le Cameroun depuis pratiquement 12 ans, 15 ans aujourd'hui, est-ce que le Cameroun ressemble à un pays qui a un mec à bord? Est-ce que le Cameroun ressemble à un pays qui est dirigé par un président qui a encore toutes les forces, ou qui tient de manière réelle les manettes de ce qu'on lui a donné comme pouvoir ou responsabilité? Le président de la République ne dort qu'un seul œil, mais il dort d'un seul œil. On a eu beaucoup de scandales dans ce pays, ça fait pratiquement 4 ans, on n'a pas de suite. On a le scandale de la CAN, on a le scandale Glencore, on a le scandale de la Covid, avec un rapport qui a été produit, 3 rapports qui ont été produits, et qui, d'une manière ou d'une autre, établissent les responsabilités de certains qui sont encore au gouvernement. Est-ce que le président de la République a agi, ou alors lui, son seul œil qui ne dort jamais là, c'est juste après 5 ans ou après 40 ans que lui va se réveiller. Entre-temps, on ne fait qu'éventrer les caisses de l'État. Donc je crois qu'il y a des contre-vérités dans le discours de monsieur Laurent Esso. Maintenant, la symbolique, ou alors si vous voulez l'opportunité de cette sortie, je crois que Charles Dikam et Maître Ngwana ont fait assez d'efforts pour situer l'affaire dans ce que notre aîné Jean-Robert Wafou appelle le grand soir. C'est-à-dire que des gens ne font pas des sorties, ne font pas des dénonciations pour le bien-être du peuple camerounais, ou alors parce que il y a une loi qui voudrait qu'on respecte un bon nombre de normes, ou alors les gens ne font pas des choses parce qu'ils ont pitié des Camerounais. Ils font leurs choses en temps opportun parce qu'ils veulent se régler des comptes. Donc ça veut dire que chez nous, on revient à la normalité que lorsqu'il y a une opportunité de règlement de compte entre eux là-bas. Or, c'est pas ça en fait une république. Et il faut donc rappeler que le contexte actuel est marqué par la guerre des clans. Des clans qui sont en train de chercher à récupérer le poste, la chaise présidentielle, au cas où l'homme fort n'est plus là aujourd'hui. Et les uns et des autres sont en train de positionner leurs pions, ils sont en train de se donner des coups irréguliers, mais malheureusement, ils utilisent les institutions de l'État.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas organiser une cérémonie de campagne électorale aux frais de l'État. Et lorsque M. Kelbé nous dit que c'est le gouverneur, donc que le gouverneur sorte sa toge. S'il est RDPCiste, il nous dit les RDPCiste. Sinon, que monsieur le gouverneur organise aussi une cérémonie où on va diffuser un film de Oumyobé, un film peut-être de Ernest Wandier. Alors si ce n'est que Paul Biya qui est encore vivant, ça veut dire que les héros morts, on ne les célèbre pas, mais ce sont des héros vivants qu'on met en avant jusqu'à même des injonctions. Ça veut dire on le dit, il n'y a pas longtemps, c'est même Bousso. Je sais pas si vous avez le film en question, mais le film en question a été financé. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire parce que il y a des cinéastes qui travaillent sur la production de films sur Oudam Makabel. Permettez, monsieur, c'est pas un débat, c'est pas, on n'a pas besoin de crier pour s'entendre, nous sommes matures sur ce plateau. Alors, vous avez la parole terminée. Alors, je disais tantôt que ce que M. Serge doit préciser aux Camerounais, c'est que ce film a été produit avec l'argent des Camerounais. C'est faux. Je dis c'est le cabinet civil. C'est faux. Je dis bien c'est le cabinet civil. C'est le cabinet civil. D'autres cinéastes, c'est le cabinet civil. Je vous dis que c'est sa première pièce. À l'initiative, on dit bien à l'initiative du cabinet civil. À l'initiative, ces projections sont faites à l'initiative du cabinet civil. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont financé. J'aimerais aussi que c'est sa fille qui avait produit. Vous avez terminé. Alors, Chandikam, vous apportez Moustapha Ngwana, vous apportez les couloirs de la justice. Il y a que le ministre de la Justice, Laurent Esso, on l'a dit ici, n'est pas, c'est quelqu'un de très taiseux. Il y a quelque temps, il a publié dans la revue du ministère de la Justice, Justicia, un édito, et dans cet édito revient cette phrase: il présentait la justice comme étant assaillie de manière récurrente, voire permanente, par des injonctions, des impostures et des intimidations de toutes sortes, disant que les personnels judiciaires et pénitentiaires sont tiraillés au quotidien dans l'exercice de leur fonction. Alors, je vais vous poser cette question. En quoi le discours de Laurent Esso est-il cohérent avec les précédentes critiques déjà publiées par les autres analystes politiques au Cameroun? En quoi est-ce que ces critiques sont cohérentes avec les précédentes? Parce qu'on disait ici que ce qu'il dit a déjà été dit. Oui, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question ce n'est pas la cohérence, mais c'est cette espèce de si vous voulez, de cohérence circonstanciée. Parce que je l'ai dit lors de ma première prise de parole, la justice doit être la même pour tous. On doit se sentir en sécurité devant la justice de son pays. Ce n'est pas moi qui suis le premier à dire que les gens ont de la peine à investir au Cameroun parce que la sécurité juridique et judiciaire n'existe pas. Je ne suis pas le premier à le dire. Que le ministre de la Justice qui est là, c'est son second bail au ministère de la Justice. Ce n'est pas la première fois qu'il est ministre de la Justice de la République du Cameroun. Donc si on devait jumeler ces deux passages, je crois qu'il aurait l'un des bails les plus longs de l'histoire du ministère de la Justice. Qu'il se surprenne aujourd'hui, alors que lors de son second bail, il est déjà après les 7 années. C'est cette année seulement, il est là depuis très longtemps. Si c'est aujourd'hui qu'il se surprend à tenir les propos comme ceux-là, qui rejoignent ceux qui sont prononcés chaque jour par bon nombre d'observateurs du milieu judiciaire, même extra-judiciaire, je lui ai dit que c'est bien triste. Mais cela l'est davantage parce que il ne le fait pas, comme disait Mono tout à l'heure, dans le but de pouvoir redorer le blason de la justice. Non. C'est parce qu'il se sent bousculé dans la sphère qui est sienne. Parce que ce que vous devez savoir, il se plaint de ce qui est des hautes instructions. Il se plaint des pesanteurs externes qui influencent le cours de la justice. Mais s'il fait son travail de manière cohérente, de manière efficiente, il y aurait une espèce de barrière protectrice autour des magistrats qui empêcherait que quelqu'un d'autre puisse donner la moindre instruction. Si vous-même le chef, vous perdez un jour à donner une instruction, sachez que vous ouvrez la porte
à ce que les autres membres du gouvernement et autres personnes détentrices d'un quelconque pouvoir puissent également s'engouffrer dans la brèche que vous avez créée pour que la justice soit complètement désenchantée et désorganisée. Donc, en un mot comme en mille, je ne vois pas une cohérence particulière dans le discours du ministre de la Justice, mais je vois plutôt des propos objectivés. Objectivés par la bataille de succession qui a cours aujourd'hui au Cameroun. Tous ceux qui agissent aujourd'hui, parmi ceux qui nous gouvernent, ils ont en ligne de mire l'organisation de l'après-Biya. Que ça plaise à quel béwa ses camarades ou pas, ce qu'ils doivent savoir, c'est que les Camerounais sont désormais vigilants. Nous ne nous laissons plus distraire par ces sorties épisodiques. Parce que la justice devrait être constante dans son rendu, constante dans son équité, constante dans sa manière d'être distribuée au peuple camerounais. Que le fort et le faible soient, c'est-à-dire qu'il y ait le même regard par devant la justice, le même traitement. Il ne faut pas, je ne vais pas bien rappeler la fable de La Fontaine, que je paraphrase en vous disant que selon que vous êtes puissant, riche ou misérable, la justice vous donnera la couleur qu'elle veut. Je paraphrase pour vous dire que non, malheureusement, si ça avait été un citoyen lambda, et j'ai pris tout à l'heure le cas de ceux qui sont arrêtés chez eux, si ça avait été le citoyen lambda par exemple qui avait fait l'objet de soupçons par exemple dans l'affaire Martinez-Zogo, je peux vous garantir que aujourd'hui il serait en train de croupir en prison avant qu'on recherche même les preuves de sa culpabilité. Si par exemple celui qui fait les hautes instructions là, ou bien je ne sais pas trop quoi, était un citoyen lambda, je peux vous garantir que c'est celui qui est attaqué là, c'est derrière les barreaux qui sera aujourd'hui en train d'observer la scène de sa crucifixion. Donc je voudrais dire que je ne vois aucune cohérence aucune véritable cohérence dans ce discours, si ce n'est l'occasion qui a été offerte à ceux qui tiennent le pouvoir, aux tenants du pouvoir, de régler les comptes qui sont les leurs. Je suis dans l'incapacité de voir les choses autrement. Que fait Marafa par exemple en prison? Marafa qui par exemple a bénéficié par exemple d'une décision de la commission de comment il appelle la commission de la détention provisoire des Nations Unies. Si on était dans un pays sérieux, peut-être qu'on aurait pu imaginer qu'un élargissement de ces personnes-là. Vous imaginez qu'on arrête des gens pour des infractions, on leur donne des peines qui sont supérieures aux peines qui sont prévues par la loi. Et pourquoi? Parce qu'ils sont militants du MSC. Je vous dis qu'aujourd'hui, lorsque la justice agit, ça dit que vous sentez que tous les actes qui sont posés convergent vers la préservation du pouvoir en 2025. Lorsque vous voyez qu'un activiste, parce qu'il s'est plaint sur les réseaux sociaux, ou bien un jeune homme comme le jeune Gombe qui a demandé aux gens d'aller s'inscrire, ça gêne le pouvoir. Pourquoi? Uniquement parce qu'il y a 2025. Et les gens s'organisent parce que ce n'est pas un crime. C'était notre chef a atteint un grand âge. Pour ceux qui sont chrétiens, ils disent Somme 90 verset 10. Le temps de nos jours dure 70 ans, pour les plus robustes 80 ans. Donc quand un homme vit au-dessus de 80 ans, sans compter les taxes et impôts, parce qu'il a 92 ans, sans compter les taxes et impôts, vous savez que l'état civil est au Cameroun depuis 1935. Pour la plupart de ceux qui sont nés avant là, très souvent c'était le nez vert. Donc vous voyez que un homme qui a cet âge-là ne peut pas avoir les mêmes aptitudes que la plupart des autres êtres humains. C'est normal que les gens commencent à penser à son remplacement. Mais le problème, c'est qu'ils le font de manière dévoyée. Parce que le système n'autorise pas les Camerounais à pouvoir penser à la succession. J'ai une image que j'aime souvent prendre. Que si on met un bus, pour chuter bien sûr, si on met un bus de 70 places au pied de cet immeuble, on vous dit que le chauffeur à 80 ans, il va vous mener à Yaoundé. Je doute fort que vous ayez envie d'entrer dans ce bus. Et dit donc que cette personne-là doit diriger 30 millions de Camerounais. Ça pose problème et ça questionne. C'est donc pourquoi ceux qui détiennent dans les cordons du pouvoir depuis toujours, ils souhaitent rester dans le jeu. Et pour rester dans le jeu, ils se disent qu'à tout moment le chef peut partir parce que ce n'est pas lui souhaiter, ce n'est pas faire d'imprécation contre sa personne, mais il est plus proche de la fin de sa vie que du début. Donc comme à tout moment il peut partir, lorsque l'occasion est donnée à un camp de pouvoir tirer sur l'autre, de pouvoir tirer avantage des bourdes, des bévues qui sont posées par un autre camp, il n'hésite pas, il ne s'en prive pas, il s'engouffre là-dedans et il tire à boulet rouge.